Bienvenue. Dans cette séquence consacrée au chapitre 3 de Touratier, nous allons étudier le fonctionnement du c'est même. Nous allons toujours commencer par lire les phrases affichées à l'écran, puis comprendre ce qu'elles montrent. Notre question est la suivante. Pourquoi un même mot semble-t-il avoir plusieurs sens? Est-ce que cela signifie qu'il possède plusieurs c'est même différents? Ou bien est-ce que ces différences viennent des contextes dans lesquels le mot est utilisé? Nous allons répondre à cette question à partir d'exemples précis. Un c'est même peut produire plusieurs réalisations en discours. Cela signifie que le sens d'un mot dans une phrase dépend à la fois du noyau sémantique du mot et des éléments qui l'entourent. C'est cette articulation que nous allons observer maintenant. Nous allons étudier le verbe latin « sentirer ». Morillon distingue trois grands sens: percevoir, comprendre ou savoir, ressentir les effets de quelque chose. La question est la suivante. Est-ce que ces trois emplois correspondent à trois c'est même différents, ou bien à un seul noyau qui se réalise différemment? Lisons les phrases affichées. Mais j'entends s'ouvrir cette porte. Mon nez le sentirait à l'odeur s'il était à l'intérieur. J'entends du bruit. Dans ces trois cas, le verbe renvoie clairement à une perception sensorielle. On perçoit un bruit. On perçoit une odeur. On perçoit l'ouverture d'une porte. À partir de ces phrases, on peut proposer un noyau commun. Un sujet éprouve une impression sensorielle causée par quelque chose. Regardons de nouveau ces phrases. Mon nez le sentirait à l'odeur. J'entends du bruit. Dans certains commentaires, on ajoute l'idée de prendre connaissance ou d'effort d'attention. Mais ces phrases ne contiennent pas nécessairement cette idée. Elles montrent simplement une perception. L'idée d'effort ou de connaissance vient de l'interprétation du contexte, pas du noyau même du verbe. Le trait stable reste donc éprouver une impression sensorielle. Voyons. Aussitôt qu'on est vieux, on n'a plus ni sens ni raison. Ici, le verbe est utilisé sans complément. On ne dit pas ce qui est perçu. Dans cette phrase, le verbe ne signifie plus percevoir quelque chose, mais être capable de percevoir. Le sens devient général. Ce n'est pas un nouveau c'est même, c'est un effet produit par l'absence de complément. Considérons ces deux phrases. Ils avaient senti le poids d'un pouvoir qui était sans limite. Déjà, les campaniens souffraient de la faim. Dans ces cas, on ne perçoit pas une odeur ou un bruit. On ressent les conséquences d'une situation. On ressent le poids du pouvoir. On ressent la faim. Mais on peut encore décrire cela comme éprouver une impression causée par quelque chose. La différence ne vient pas d'un nouveau noyau, elle vient du type d'objet du verbe. Prenons trois phrases. Cela ne m'a pas échappé, je m'en suis rendu compte. Ils comprennent que c'est pour le salut commun. Ils savent que je suis au courant. Dans ces exemples, le verbe ne renvoie plus à une perception sensorielle. Il ne s'agit plus d'entendre un bruit ou de sentir une odeur. Il s'agit désormais de comprendre, de prendre conscience, voire de savoir. On assiste à un déplacement progressif du sens. Au départ, le verbe désignait une perception. Puis, cette perception a pu signifier le fait de prendre connaissance. Et progressivement, on aboutit à connaître, puis à savoir. Le sens s'est déplacé vers la connaissance intellectuelle. La question devient alors,
S'agit-il encore du même noyau sémantique qui se prolonge ou d'un nouveau sens stabilisé? Considérons ce vers. Et dans l'Orient désert, quel devint mon ennui. Les mots Orient et ennui ne sont pas seulement des entrées de dictionnaire. Ils résonnent différemment selon la culture du lecteur. Pour certains, Orient évoque un espace géographique. Pour d'autres, il convoque un imaginaire littéraire, exotique ou symbolique. Le sens dépend ici de l'horizon culturel. Il ne se réduit pas à une définition abstraite. Prenons le mot brunette. En Normandie, il peut désigner une fauvette. Dans le Morvan, une vache brune. En Saintonge, un champignon. En Picardie, l'ivraie. En Lorraine, la lusule. Le référent change selon les régions. Pourtant, un fil conducteur subsiste, la couleur brune. Ce n'est pas nécessairement le noyau sémantique qui change, mais la réalité à laquelle il s'applique. Prenons maintenant le mot opération. Dans un hôpital, il évoque une intervention chirurgicale. Dans un état-major, une action militaire. Dans une banque, un mouvement de capitaux. Dans une salle de classe, un calcul. Chaque milieu projette son univers propre. Malgré cela, on peut reconnaître un noyau commun, une action qui produit un effet déterminé. Le contexte social oriente et spécialise l'interprétation. Imaginons la phrase « Je viendrai jeudi prochain ». Les mots sont stables. Pourtant, le jour précis dépend de celui qui parle et du moment où il parle. Le « je » change d'identité selon la situation. Jeudi prochain change de date selon le calendrier de l'énonciation. Le sens est donc indissociable de la situation dans laquelle la phrase est prononcée. Considérons la phrase « Donnez-moi une bouteille ». Dans une boutique, elle signifie acheter une bouteille. Le verbe donner ne change pas de noyau. Il signifie toujours faire passer quelque chose d'une personne à une autre. Mais la situation sociale impose l'interprétation. Il s'agit d'une transaction. Le contexte pragmatique guide la compréhension. Observons 3 phrases. Le prisonnier s'est échappé pendant 2 heures. Le gaz s'est échappé pendant 2 heures. Des prisonniers se sont échappés pendant 2 heures. La structure est identique. Pourtant, l'image mentale diffère. Dans le premier cas, on imagine un individu repris au bout de 2 heures. Dans le deuxième, un écoulement continu. Dans le troisième, possiblement une série d'évasions successives. La différence vient des propriétés du sujet et de la situation référentielle. Prenons 3 phrases. J'habite dans Paris. Nous irons te voir dans la soirée. Je l'ai connu dans des circonstances tragiques. La préposition « dans » est identique. Elle s'applique d'abord à un lieu, puis à un moment, puis à une situation abstraite. On observe une même organisation spatiale qui se transpose dans différents domaines. Regardons maintenant sur la table. Sur les 6 heures. Veiller sur quelqu'un. Puis, sous la table. Sous peu. Sous peine de punition. Chaque fois, un usage spatial apparaît. Puis un usage temporel. Puis un usage plus abstrait.
Il ne s'agit pas de sens entièrement distincts, mais d'applications dans des domaines différents. Dans ces exemples, un mot désigne une réalité qui lui est liée. La muse peut désigner la poésie. La tombe peut désigner la mort. La robe peut désigner la magistrature. Le mot conserve son noyau sémantique. Ce qui change, c'est la cible référentielle. La relation repose sur un lien objectif entre deux réalités. Dans l'expression 30 voiles, les voiles désignent les navires. Une partie sert à nommer le tout. La relation est une relation d'inclusion. On passe du fragment à l'ensemble. Prenons l'exemple. Achille est un lion. Achille n'est pas un animal. L'énoncé est donc incompatible au sens littéral. Pour le comprendre, on recherche une propriété associée au lion, le courage, la puissance, la férocité. Autre exemple, cette couleur est chaude. Une couleur ne produit pas de chaleur réelle. On comprend alors qu'elle provoque une impression comparable à la chaleur. La métaphore ne supprime pas le sens propre du mot. Elle en propose une interprétation nouvelle à partir de lui. L'ensemble des exemples examinés montre que la multiplicité apparente des sens ne conduit pas nécessairement à multiplier l'essai même. À partir des phrases elles-mêmes, on observe que les variations de signification proviennent souvent des contextes syntaxiques, des propriétés référentielles des termes en présence, des situations d'énonciation ou encore des usages culturels et rhétoriques. Le sémème ne disparaît pas sous la diversité des emplois. Il constitue un noyau stable dont les réalisations discursives peuvent être nombreuses et nuancées. Les phénomènes de glissement, de spécialisation, de métonymie ou de métaphore ne détruisent donc pas l'unité sémantique. Ils en révèlent au contraire la plasticité et la puissance descriptive. C'est précisément en partant des énoncés concrets que cette dynamique devient visible. Pour aller plus loin, voici quelques ouvrages de référence qui permettent d'approfondir les notions abordées dans cette présentation, qu'il s'agisse du sémème, des variations de sens ou des figures.